Bonjour, docteur Gérard Delépine. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes chirurgien cancérologue, biostatisticien avec une longue carrière à votre actif. Je suis ravie donc de vous entendre parler éventuellement pour commencer, du Gardasil, ce produit qui est destiné aux adolescents, qui est censé protéger des papillomavirus. Est-ce que vous pourriez nous dire d'abord ce que c'est, s'il vous plaît? Les papillomavirus sont toute une famille de virus qui sont habituellement sans aucun signe, mais qui peuvent, dans certains cas, donner des papillomes, c'est-à-dire des petites verrues, des petites tumeurs. Mais ce ne sont pas, à vrai dire, des maladies, car la plupart du temps, c'est-à-dire 99 fois sur 100, ces virus ne donnent strictement aucun signe. Une maladie se définit par ses signes. Quand on n'a pas de signe d'un germe ou d'un virus que l'on porte en soi, on n'est pas malade, on est porteur sain. Donc, je dis bien, le papillomavirus est un virus qui est excepté à l'origine de maladie. Lorsqu'ils ont réussi à mettre au point un vaccin, et c'est un vrai vaccin contre les papillomavirus, ils n'ont pas réussi à vendre leur vaccin puisque tout le monde se moquait d'avoir quelque chose qui ne donne aucun signe. Et dont d'ailleurs, 90%, disons, des femmes et des hommes sont un jour atteints, portent un jour ce papillomavirus. Et ils ne le savent pas puisqu'ils n'ont aucun signe. Et donc, les laboratoires étaient très ennuyés de ne pas pouvoir vendre un produit miracle et très cher. Donc, ils ont dit, ce papillomavirus est facteur de cancer. C'est lui qui est à l'origine en partie du cancer de l'utérus. Or, ce lien causal exclusif entre virus, papilloma et cancer de l'utérus est extrêmement douteux. Il existe un lien vrai, qui est un lien statistique, qui montre simplement que parmi les gens qui font un cancer de l'utérus, ils ont fait, en général, ils ont été porteurs de virus, mais on ne peut pas prouver que c'est en cause. D'autre part, on est extrêmement étonné du fait que le papillovirus touche 90% de la population à un moment ou l'autre de sa vie, et que le cancer du col de l'utérus survient chez 6 femmes sur 100 000. Donc il y a une disproportion complète entre la fréquence du virus, qui est énorme, et le taux de cancer. S'il y avait un lien de causalité exclusive, ces fréquences devraient quand même être plus proches. D'autre part, le fait que ça apparaisse 10 ou 20 ans après l'infection rend les choses incertaines. Donc actuellement, on n'a pas de preuve absolue que le virus papilloma est la cause réelle des cancers du col, comme d'autres cancers, on l'inflige. Simplement, c'est pour l'instant un lien statistique, un lien de fréquence. Mais le fait de pouvoir dire qu'un virus est responsable d'un cancer ouvre la voie à un marché extrêmement lucratif. Et ce vaccin que les labos n'arrivaient pas pour traiter une infection, ils ont réussi à la vendre en faisant peur. La peur fait vivre beaucoup de gens, ceux qui vendent des produits contre la peur. Et le Gardasil est typiquement de ces produits où on le vend par la peur. Alors, bien entendu, il fallait convaincre d'une part que c'était un problème vrai. Or, je rappelle que le cancer du col de l'utérus n'est responsable que de 0,6% de la mortalité de la mortalité par cancer en France. Donc, c'est vraiment rien du tout. Ce n'est pas un problème réel. D'ailleurs, la fréquence déterminée en France par les organismes, qui est de 6 pour 100 000, exactement la limite de ce que l'OMS définit comme des maladies rares. Donc, le cancer du col de l'utérus en France est une maladie rare d'après l'OMS. Donc, on comprend mal l'angoisse de notre président pour dire c'est un problème de santé publique énorme. Alors, c'est complètement faux. En France, c'est un problème de santé publique. Dans d'autres pays, dans les pays qui n'ont pas de dépistage du cancer du col par les frottis cytologiques. Alors, deuxièmement, il n'y a aucun essai randomisé, qui sont la preuve des essais, qui démontre que le Gardasil diminue le nombre de cancers.
Alors, on a mis sur le marché ce vaccin en disant que puisqu'il faisait disparaître des infections et que ces infections seraient responsables du cancer, la disparition des infections va entraîner forcément la disparition du cancer. Le vaccin Gardasil a été mis sur le marché en 2006. Nous sommes actuellement en 2024, soit 18 ans après la mise sur le marché. Et rien ne montre actuellement, nous n'avons aucun essai randomisé qui montre que ça a permis de faire baisser la fréquence de ce cancer. Alors, comme cancérologue, bien entendu, lorsque j'ai eu un vaccin contre le cancer, j'étais très heureux. Et donc, j'ai regardé tout de suite si ça pouvait être efficace. Et pour regarder, c'est assez simple. On a une base de données qui est totalement fiable, qui est ce qu'on appelle les registres du cancer. Chaque pays riche dispose d'un registre national du cancer. On peut voir comment évoluent les cancers. Alors, l'Australie a été l'exemple donné du pays qui permettait de faire disparaître, et d'après notre président, de faire disparaître le cancer grâce au vaccin. Là, je vous montre les taux estimés des cancers en 2001 et 2021 en Australie, d'après l'Institut national australien du cancer. Et vous voyez qu'en 2001, il y avait 195 cancers du col de l'utérus, et que 20 ans après, en 21, donc 15 ans après l'institution de la vaccination scolaire, ce nombre était passé à 331. Et bien entendu, il faut tenir compte de la population. Donc, plus que le nombre brut, on peut s'intéresser à l'incidence. Et l'incidence, en anglais, ça s'appelle rate. Et nous avions donc 3%, 3,5 pour 100 000 femmes en 2001. En 2021, ce chiffre est passé à 4,3 pour 100 000 femmes. Donc, le taux de cancer de l'utérus, du col de l'utérus chez la femme australienne a augmenté depuis l'institution de la vaccination. Chez la femme australienne, ça c'est l'exemple de l'Australie. Et ce qui est beaucoup plus frappant encore, c'est cette deuxième diapositive dans le groupe en Australie, toujours les femmes de 25 à 34 ans. Ce groupe est intéressant puisque c'est le groupe des femmes les plus vaccinées, elles sont vaccinées à plus de 80%, et qui sont arrivées à l'âge du cancer du col, qui est à partir de 25 ans. Rechercher l'incidence du cancer du col en dessous de 20 ans, c'est ridicule puisque c'est nul, et entre 20 et 25 ans, c'est ridicule aussi parce que c'est très rare. Donc il faut s'intéresser, si on veut voir l'utilité d'un produit contre le cancer du col, il faut s'intéresser aux femmes de plus de 25 ans. De 25 ans, il y a eu une coupure, d'accord. Dans ce groupe le plus vacciné, l'incidence des cancers du col de l'utérus a augmenté de 15%. Donc, c'est très inquiétant puisque ces femmes les plus vaccinées ont vu une augmentation de leur risque d'avoir un cancer du col. Et d'ailleurs, au niveau global en Australie, pour les femmes de 0 à 85 ans, eh bien, on a eu deux périodes. Une période où il y avait seulement le dépistage cytologique et on observait une diminution d'incidence de plus d'un tiers, de 33%. Et depuis qu'on s'occupe du HPV, il n'y a plus aucune diminution. Alors, c'était l'Australie. Mais un deuxième pays a fait aussi des vaccinations scolaires, comme veut instituer notre président, c'est l'Angleterre. Et en Angleterre, on a exactement la même évolution, avec une diminution à l'époque de dépistage cytologique et plus aucune diminution depuis qu'on fait du HPV. Et alors, ce qui est le plus frappant, lorsqu'on regarde les taux de cancer selon les plus vaccinés, entre les 25 et 34 ans, donc, dans ce groupe des 25-34 ans, qui est vacciné à plus de 80%, eh bien, l'incidence du cancer du col de l'utérus, elle a augmenté de 17%. 17%, d'accord. C'est significatif. Alors, les pays scandinaves ont également institué des vaccinations scolaires un petit peu plus tard, en 2008. Et là, vous avez la courbe de la Finlande. Alors, vous avez deux périodes. La période jusqu'en 2006, où on s'occupait simplement du dépistage cytologique, et on a eu là une diminution de l'incidence des cancers du col en Finlande de 80%. Et puis la deuxième période, depuis 2007, où on a commencé la vaccination scolaire, et là, l'augmentation
de l'incidence des cancers du col a été considérable, elle a atteint 70%. Donc, depuis l'installation de la vaccination scolaire par le garde-asile, l'incidence des cancers du col en Finlande a augmenté de 70%. Et ce qui est le plus intéressant, c'est cette courbe selon l'évolution, selon l'âge. Et on a deux groupes d'âge en Finlande. On a les femmes qui sont jeunes, qui ont été vaccinées et où l'incidence a augmenté considérablement, et puis de 72%. Donc, c'est passé de 6,1 pour 100 000 femmes en 2006 à 10,5 en 2021. Donc, 72% d'augmentation dans ce groupe les plus vaccinés. Et à l'opposé, les femmes qui n'ont pas été vaccinées, les femmes qui étaient trop âgées pour être vaccinées, ça a baissé. Vous avez là à droite la courbe, on voit que l'incidence des cancers du col chez les femmes âgées a baissé dans la même période. Donc, on a vraiment des inquiétudes considérables sur le fait que peut-être que l'administration de garde d'asile s'accompagne d'une augmentation de l'incidence des cancers du col. En Norvège, qui eux aussi ont institué en même temps que la Finlande la vaccination garde d'asile, on a la même évolution avec l'ère du dépistage et une diminution de 40% de l'incidence des cancers du col. Et l'ère de la vaccination, on voit une augmentation de l'incidence des cancers du col. Et le plus frappant, c'est cette courbe. En Norvège, dans le groupe le plus vacciné, l'incidence a augmenté depuis le quart d'asile. En 2009, l'incidence des cancers du col chez les femmes de 25 à 34 ans norvégiennes était 14,7 pour 100 000. En 2021, l'incidence des cols est de 19,2 pour 100 000 femmes. Donc, ça a augmenté de manière de 30% depuis la vaccination. Donc, il y a de quoi très. On voit la même chose en Suède où le dépistage, maintenant vous avez l'incidence globale des cancers invasifs, d'après Nordcan, qui est l'agence sanitaire qui donne des registres de cancer des pays nordiques. À l'ère du dépistage, une réduction de 60% de l'incidence des cancers du col de l'utérus, et depuis le HPV, il n'y a plus de diminution. Et avec là aussi, pour les femmes de 25 à 34 ans, à l'époque du dépistage, seul 33% de réduction. Et après la vaccination, ça, simplement stable, après une augmentation transitoire. Alors, contrastant avec tous ces pays qui ont développé le garde d'asile et en vaccination scolaire, nous avons la France, où, comme le président, de faibles taux de vaccination. Mais il se trouve qu'en France, d'après Santé publique France, l'incidence des cancers du col n'a fait que baisser. C'est pour ça que nous sommes en dessous de 6 pour 100 000. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est que nous, on est à 6 pour 100 000. L'Australie, qui a beaucoup vacciné, est actuellement à 7,1 pour 100 000. La Grande-Bretagne, qui a vacciné beaucoup, à 9,3 pour 100 000. La Suède à 10,4 et la Norvège à 12 pour 100 000. Le double de la France. Alors que la Norvège a vacciné en scolaire de manière intensive et que la France, jusqu'à présent, a beaucoup moins vacciné. Les femmes se sont quand même méfiées. Alors pourquoi est-ce que le président veut-il instaurer une vaccination qui n'a aucun argument scientifique pour dire qu'elle est efficace contre le cancer? Et on peut se demander. Et d'autant que la France n'est pas le seul pays avec un faible taux de vaccinés et une diminution. En Allemagne, il y a également un faible taux de vaccinés. Et l'incidence des cancers du col a baissé de 18% entre 2018 et 2018. Donc, actuellement, nous n'avons strictement aucune preuve que le papillomavirus est responsable du cancer du col de l'utérus. Nous n'avons aucune preuve que le vaccin garde-asile diminue la fréquence du cancer de l'utérus. Et nous avons beaucoup d'inquiétudes lorsqu'on regarde les registres du cancer sur l'augmentation observée de manière indiscutable, puisque ce sont des registres nationaux, observée de l'incidence du cancer du col chez les femmes vaccinées. Donc, ce produit n'a pas fait preuve de son efficacité, loin s'en faut. Et d'autre part, donc s'il ne protège pas, produit-il des effets secondaires, indésirables ou graves? Alors, bien entendu, c'est le problème. Mais il y a aussi un problème, c'est celui des garçons, puisque actuellement,
tous les organismes d'État en France, la sécurité sociale, enfin les gouvernants, les ARS disent il faut vacciner les garçons. Il faut vacciner les garçons. Et alors, pour faire peur, toujours pareil, les garçons n'ayant pas de col de l'utérus, il fallait trouver un cancer. On a trouvé le cancer de l'anus. Le problème, c'est que le cancer de l'anus est très exceptionnel chez les mâles. Il y a 360 cas annuels d'après Santé publique France. Ils se vaccinent très bien et ils tuent très peu, une centaine de morts par an. Et surtout, ils ne touchent presque exclusivement les homosexuels passifs, surtout s'ils sont déprimés par le sida. Et donc, au total, pour un homme hétérosexuel non immunodéprimé, le risque de cancer anal est presque nul. Et bien entendu, bien loin du risque de complications vaccinales. Alors, ce qui est le pire, c'est que, également, comme pour le cancer du col de l'utérus, les pays qui ont vacciné beaucoup voient une augmentation des cancers de l'anus. Là, je vous montre l'Australie, la courbe australienne, où le Gardasil n'a pas protégé les filles qui étaient vaccinées du cancer de l'anus. Vous avez en bleu clair la courbe des filles et en bleu foncé la courbe des garçons, les garçons n'ayant pas été vaccinés, les filles étant vaccinées. On voit que l'incidence a augmenté de 25% chez les filles vaccinées, alors qu'elle est stable chez les garçons. Donc, on a du mal à voir en Australie un effet utile du Gardasil sur le cancer anal. Alors, c'est beaucoup plus dramatique en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, vous avez la courbe de 1993 à 2018. Et vous voyez qu'entre 2007 et 2018, le risque de cancer anal a augmenté de 55% chez les filles qui ont été vaccinées et de seulement 13% chez les garçons non vaccinés. Et enfin, dans les pays nordiques qui ont aussi beaucoup vacciné, vous avez là cette courbe qui est considérable, puisqu'une augmentation de 50% de l'incidence des cancers de l'anus chez les filles, et au contraire, 6% chez les garçons qui n'ont pas été vaccinés. Donc, lorsque l'on dit vaccinez-vous les garçons et vous diminuerez le risque de cancer, c'est un mensonge pur et dur. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir cet effet paradoxal, puisqu'un vaccin destiné à diminuer est suivi d'une augmentation d'incidence? Une des raisons, et là c'est une hypothèse, ce n'est plus une certitude, c'est qu'on fait croire aux gens, aux filles en particulier, qu'elles sont vaccinées. Je suis vacciné, je suis protégé. Malheureusement, comme on n'est pas protégé, on a tendance à ne pas faire le seul traitement préventif efficace du cancer du col, le dépistage cytologique. Et en diminuant le dépistage, on augmente le taux de cancer. C'est ce qu'on appelle le frottis, communément. Absolument. Le dépistage cytologique par frottis, selon la technique dite de Papa Nicolaou. Donc, on gratte sur le col, on regarde les cellules qu'on a récupérées au microscope, voir si elles ont un aspect normal ou si elles sont anormales ou cancéreuses. Et là, c'est pas une. On voit en Angleterre, effectivement, on a vu que le taux de femmes qui se faisaient dépister diminuait chez les vaccinés. C'est l'une des causes. Alors, le Gardasil, malheureusement, n'est pas exempt de complications. Il n'y a aucun traitement actif qui n'ait pas de complications. On prend des complications et c'est tout à fait normal lorsque le traitement est actif contre une maladie méchante. Mais dans le cas du Gardasil, où le papillomavirus n'est pas une maladie, on ne peut pas accepter les complications qui sont rapportées dans la littérature. Et les complications sont très nombreuses. On a des épilepsies, des paralysies, des syndromes de Guillain-Barré, des comas, des paralysies faciales, des thromboses, des chocs anaphylactiques, des avortements spontanés et des décès. Oui, le Gardasil peut tuer. On a eu un exemple en France, c'est un adolescent nantais. Il est tombé, il s'est cassé la tête, et il serait mort s'il n'avait pas été vacciné, il ne serait pas mort. Donc, ce garçon qui était en pleine santé est mort parce qu'il a été vacciné. Donc, et aux États-Unis, où on admet quand même qu'il peut y avoir des complications après des vaccinations, on a le registre des complications vaccinales, qui est VAERS, vaccine accidentelle et forte. Donc, on a retrouvé 392 morts chez les femmes dues après un vaccin Gardasil. D'ailleurs, il y a une série de procès en cours actuellement. Alors, bien entendu, après ce vaccin, vous pouvez avoir des réactions allergiques. Là, vous avez un exemple
d'allergies après un garde asile. Vous avez des allergies qui peuvent toucher l'œil, et là, c'est une uvéite post-garde asile. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est les affections démyélisantes, celles qui touchent le système nerveux et qui vous ramènent dans un fauteuil. Hein. Donc ça, c'est effectivement observé. Et c'est observé très très tôt. En Australie, le premier pays à le vacciner à grande échelle, 2 ans après, on déclarait déjà des accidents dans des revues à comité de lecture international. Donc ce n'est pas une surprise. Le syndrome Guillain-Barré post-garde d'asile est également dramatique. On en avait quelques-unes. Le syndrome de Guillain-Barré. Nous expliquer ce qu'est le syndrome. C'est une paralysie qui peut avoir des degrés variables, qui dans les formes les plus graves peut atteindre les muscles respiratoires et donc menacer la vie. C'est un phénomène purement réactionnel, immunologique. Et donc, la survenue d'un Guillain-Barré post-garde d'asile, bien entendu, comme d'habitude, le ministère dit que c'est une coïncidence, ce n'est pas un lien. Mais il y a eu une étude de fait, c'est assez rare en France, c'est une étude qui a été faite par l'assurance maladie. Et étude qui a été faite par l'assurance maladie et par l'agence officielle des médicaments a montré qu'il y avait un risque augmenté de syndrome de Guillain-Barré après vaccination anti-HPV. Et que d'après leur conclusion, ce résultat paraît robuste au regard des résultats des analyses de sensibilité, y compris en sous-groupe prévu au protocole. Donc, vraiment, tous les éléments scientifiques de cette étude française, donc officielle, montrent que le syndrome de Guillain-Barré est bien lié au garde d'asile. Alors, tout le monde est au courant de Mademoiselle Bourguignon, hein, qui est Marie-Océane, dont il faut saluer le combat avec les parents. Elle avait donc perdu la vue, la marche et une paralysie faciale. Bon, heureusement, elle récupère actuellement et j'espère qu'elle sera indemnisée pour tout ce qui lui est arrivé. Mais dans le garde d'asile, les Américains signalent aussi l'insuffisance ovarienne prématurée. Vous avez là l'exemple. Et ce qui est frappant, c'est la courbe de fécondité américaine qui a effectivement diminué depuis l'instauration du garde d'asile. Une des complications mineures, c'est le syndrome d'intolérance orthostatique. Enfin, c'est mineur sur la vie, mais ça donne des maux de tête, des douleurs neuropathiques localisées ou diffuses, une fatigue excessive et un dysfonctionnement cérébral, dysfonctionnement cognitif. Et ça peut être très invalidant. On peut être coincé, ne pas pouvoir travailler. Donc, c'est pas tout à fait. Alors là, vous avez un exemple. On nous dit il n'y a que les anti-vax qui disent que ça peut donner des complications. Ben là, ce sont des Japonaises et qui manifestent contre la vaccination de garde d'asile. Et toutes ces filles vaccinées, elles manifestent parce qu'elles ont été victimes, elles ont eu des complications après le vaccin. On ne peut pas les traiter d'anti-vax. Toutes ces filles se sont fait vacciner. Et simplement, elles voudraient que les dégâts qu'elles ont subis soient reconnus. Et là, vous avez les Danoises. C'est un reportage qui est paru à la télévision danoise sur les victimes du garde d'asile. Et vous pouvez toujours le voir actuellement, c'était sur la TV2 Danemark. Et toutes ces filles en fauteuil ne l'étaient pas avant d'avoir pris le garde d'asile. Et ce n'est pas quand vous avez aussi des en Irlande, aussi en Colombie. Donc, dans de nombreux pays, nous avons des manifestations de gens qui ne sont pas des anti-vax puisqu'elles se sont vaccinées et qui sont des victimes d'un vaccin auquel elles croyaient. Alors, aux États-Unis, les choses avancent. Les centaines de jeunes américaines qui ont été victimes du vaccin garde d'asile. Et il y a maintenant 2 procès en classe action qui sont en cours. Et on peut espérer, par le fait que ce soit en classe action, où ce n'est plus une personne qui n'a pas de moyens, qui se bat contre un géant avec des centaines d'avocats et des millions à donner, le fait d'être en classe action permet effectivement aux victimes, en se regroupant, d'avoir accès à des avocats beaucoup plus efficaces. Et les juges également sont troublés par le grand nombre de victimes qui arrivent en même temps. Donc on peut espérer qu'aux États-Unis, où la justice est plus libre par rapport au pouvoir qu'en France,
la vérité va vaincre, y compris judiciaire. Très bien. Donc, quel conseil? Alors, il faut quand même ne pas faire peur aux filles qui auraient déjà été vaccinées. Bien sûr. Hein. Il faut se rappeler que même si le risque augmente de 15 à 20% après le vaccin, ça n'est pas considérable. En France, le risque est de 6 pour 100 000. Si on ne parle de 20%, ça met à 7 pour 100 000. C'est quand même un risque relativement faible. D'autre part, ce cancer peut être parfaitement prévenu par le dépistage cytologique, par le frottis. Donc faites des frottis et demandez bien que ce soit des frottis cytologiques selon la technique de Papa Nicolaou. Actuellement, tout l'accent est mis sur la recherche des virus dans le frottis. Or, ceci entraîne de nombreuses colposcopies, des examens plus graves et des biopsies inutiles, et même parfois des conisations du col, c'est-à-dire l'ablation de la partie superficielle du col de l'utérus, qui est relativement embêtante pour l'avenir gynécologique de la femme. Donc, continuer à faire dépistage par frottis cytologique selon la technique de. Les gynécologues vous proposeront du HPV, toujours le HPV. Ce n'est pas à eux de décider. En France, seul le malade peut décider de l'examen qu'on lui fait. Et donc, vous exigez du gynécologue qu'il vous fasse un examen cytologique. Il est vrai que le laboratoire gagne 3 fois plus d'argent en faisant un test HPV. C'est pour cela qu'ils essaient de l'imposer. Mais la réalité est le seul examen qui est prouvé être efficace contre le cancer invasif du col de l'utérus, c'est le dépistage cytologique. Donc, faites-vous bien. Alors, il ne faut pas le faire trop tôt. Des études ont montré que dépister avant 25 ans était plutôt contre-productif par des surdiagnostics et des surtraitements. Mhm. Il faut faire donc des frottis à partir de 25 ans. Et normalement, c'est tous les 3 ans. Si vous n'avez pas été vacciné, D'accord. si vous avez été vacciné, il est peut-être prudent de le faire tous les 2 ans. Parce que pour les filles vaccinées. D'accord. Et vous conseilleriez des produits de nettoyage pour les filles ou les garçons vaccinés, qui ont reçu cette injection? Produits nettoyage, nous n'en connaissons pas. Il n'y a aucun produit qui ait fait la preuve qu'il était efficace. Alors, pour rappeler quand même une chose, pourquoi est-ce qu'il y a une telle publicité pour le garde-asile actuellement? Puisque c'est un vaccin qui tape non pas sur une maladie, mais sur un virus qui est peu dangereux, qui ne donne pas de signes. Simplement, c'est le prix. Il faut rappeler que une dose de garde d'asile revient à la fabrication à moins d'1 euro, un demi-euro. Qu'en France, cette même dose est vendue plus de 120 euros et qu'il en faut 3 pour faire une vaccination. 120 euros le produit? Ah oui, et il coûte 1 euro à produire et il est vendu 120 euros. Ah oui, ça fait une marge énorme. Oui, je ne connais pas d'activité à part la drogue. Même la drogue, c'est moins rentable parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. On n'arrive pas à du 120%, 120 fois multiplié par 120. Donc, et il faut souligner aussi que ce prix a été fixé par le ministre avant même que la commission qui est normalement chargée de la fixation des prix n'en soit chargée. Donc, il y a de forts doutes d'interférences ministérielles, peut-être pas inintéressées. Bon, il faut aussi dire que c'est quand même un trimestre, deuxième trimestre de 2023. Le garde d'asile a rapporté à la société 2,5 milliards de dollars. Donc 10 milliards par an. En France, il faut 3 doses? Alors, il faut 3 doses pour les gens un peu âgés et ils acceptent actuellement de ne faire que 2 doses chez les plus jeunes. Donc, chez les adolescents ou les vaccinations dites de rattrapage, on aboutit en gros, avec les consultations médicales, à un coût sociétal de 500 euros par personne. 500 euros, c'est colossal. Alors, la chose moi, qui m'avait beaucoup frappé, c'est cette carte correspondante dans les corrélations entre les obligations vaccinales et la corruption. À droite, vous avez l'indice de corruption connu en 2016 par Transparency International. Et à gauche, la carte des obligations vaccinales en Europe. Et vous verrez que les pays où il y a le plus d'obligations vaccinales sont ceux qui, d'après Transparency International, sont les plus corrompus.
Malheureusement, en France, nous sommes de plus en plus corrompus. Donc, en conclusion, ne vous faites pas vacciner par le garde d'asile, qui est inutile. Mais pour les filles, pensez à vous faire dépister à partir de 25 ans par le dépistage cytologique tous les 3 ans. Cytologique selon la méthode. Par la technique dite de Papa Nicolaou, ce qui était un grec qui a mis au point cette technique, qui est simplement de frotter, de regarder au microscope la tête des cellules que l'on récolte, qui sont les cellules superficielles de l'épithélium du col, en sachant qu'effectivement, le cancer, quand il apparaît sur reste très longtemps localisé à la surface, qui reste à la surface pendant 2 à 3 ans. C'est pour cela que le dépistage tous les 2 ou 3 ans, donc tous les 3 ans pour les filles qui n'ont pas été vaccinées, est suffisant. Bon, donc, on frotte sur le col avec un écouvillon, on récupère les cellules de l'épithélium de la superficie du col de l'utérus. Ces cellules, on les met sur une lame en verre, une lamelle, et on passe cette lamelle au microscope et on regarde les cellules. Et d'après l'aspect de la cellule, on voit si la cellule est strictement normale, si elle est dystrophique, dysplasique, c'est toujours bénin, mais c'est des cellules qui souffrent. Et c'est effectivement le cas lorsque les cellules sont infectées par le papillomavirus ou par n'importe quel autre virus comme l'herpès, comme l'herpès génital est quand même une maladie très classique. Et donc là, les cellules sont dystrophiques. Et puis, lorsque ça devient cancéreux, là, on dit attention, cancer intraépithélial, et là, il faut faire quelque chose absolument. Donc, c'est la technique dite de Papa Nicolaou. Donc, là, ce qu'on appelle la balance avantage-risque, qui est toujours ce qui nous guide, nous, en médecine, eh bien, la balance avantage-risque est défavorable. Donc, il ne faut pas utiliser, pour l'instant, ce vaccin. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que la famille des papillomavirus riche, il y a plus de 150 papillomavirus qui peuvent toucher l'homme, que le vaccin Gardasil est un vrai vaccin qui empêche les infections, des virus battus par le vaccin. Le premier Gardasil ne combattait que 4 souches de virus et le tout nouveau 9 sur 150. C'est pour ça qu'il s'appelle Gardasil 9, mais il ne s'adresse pas à toutes les souches. Ben non, il s'adresse à 9 souches, comme ce nom l'indique. Ça crée ce qu'on appelle la pression de sélection, si j'ai bien compris. Parmi les causes de possibilité de cancer, d'augmentation de cancer, effectivement, la nature est hors du vide. Donc, si vous débarrassez l'organisme de 9 souches, bah, vous laissez une niche pour l'apparition des autres souches, qui peut-être deviendront plus dangereuses, si c'était dangereux, que les précédentes. Donc déjà, philosophiquement, c'est complètement stupide de traiter une partie du problème en disant bravo, on a gagné. Et effectivement, on a gagné économiquement surtout, mais médicalement, c'est difficile. Très bien. C'est vrai que le résultat financier est indiscutable et colossal. Nous allons passer maintenant à un autre sujet très intéressant également, le lien que vous avez éventuellement étudié entre l'administration des vaccins anti-hépatite B et la survenue de cancer du foie. C'est bien ça, j'ai bien compris? Tout à fait. Oui, parce que on essaie avec le Gardasil de nous faire croire nous avons trouvé un vaccin qui prévient le cancer. Et c'est la première fois que ça arrive. C'est totalement mensonger. Le vaccin contre l'hépatite B a été promu pour lutter contre le cancer du foie. Donc, dans le cancer du foie, en gros, avait classiquement 2 étiologies principales en France. L'une était l'alcoolisme, et ça, c'était très classique. L'alcool peut créer des stéatoses hépatiques, puis des cirrhoses hépatiques, et certaines de ces cirrhoses peuvent évoluer vers un cancer, un hépatocarcinome. Mais l'hépatite, dans sa forme chronique, l'hépatite B, dans sa forme chronique, peut elle aussi donner des cirrhoses et aussi donner des cancers. Donc, le vaccin contre l'hépatite B, en empêchant l'hépatite B, le virus de l'hépatite B d'attaquer le foie, pourrait protéger des cancers. Et tout le monde a dit d'emblée, la vaccination est le moyen de protection le plus efficace contre l'hépatite B,
elle peut réduire le nombre de cas et les complications, et en particulier diminuer les cancers du foie. Et elle a prétendu que ça a été démontré. Alors, c'est vrai que le vaccin contre l'hépatite B a diminué à Taïwan, dans un pays précis qui était Taïwan, a diminué le risque des cancers du foie chez les enfants en dessous de 14 ans. Mais ça, c'était un fait observé. La mortalité est passée de 30 pour 100 000 à 47 pour 100 000 en 2012. Donc, il y a eu un effet favorable de vaccin de l'hépatite B contre le cancer du foie des enfants taïwanais. Et ça a été observé en Asie, également à Singapour, en Thaïlande et en Chine. Mais ce qui se passe en Chine ou en Thaïlande, ce n'est pas forcément ce qui arrive en France. D'ailleurs, ce que disait déjà Blaise Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et donc, de la même manière, quand j'ai regardé les fréquences d'apparition des cancers du foie dans les différents pays, avant et après la vaccination. Et c'est là où c'est extrêmement ennuyeux. Contrairement aux espoirs fondés sur la vaccination contre l'hépatite B, qui devait diminuer le cancer du foie, eh bien, on voit le contraire. Alors là, vous avez la preuve qui est celle, donc là aussi, on considère uniquement les données dépendant des registres nationaux des cancers. Donc ce sont des chiffres qu'on ne peut difficilement contester. Là, vous avez l'exemple de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, l'évolution du cancer du foie, de l'incidence des cancers du foie, depuis la vaccination. Et vous voyez qu'elle a été entre 1986, on a commencé la vaccination, et 2015, l'incidence du cancer du foie en Angleterre a été multipliée par 3. Multipliée par 3. La mortalité a bien entendu suivi parce que malheureusement, le cancer du foie est une maladie très souvent mortelle. Au Canada, où là aussi ils ont fait la vaccination, un expert qui s'appelait Sinclair de l'Université de Toronto a dit « Le Canada fait face à un tsunami de cancer du foie. Entre 1980 et 2015, l'incidence du cancer du foie a été multipliée par plus de 2 au Canada. » Aux USA, l'incidence du cancer du foie avant la vaccination était de 3. Entre 80 et 2015, l'incidence du cancer du foie a été multipliée par 3,37. En Australie, entre 82 et 2014, le nombre de cancers de foie est passé de 229 à 1961. Elle a été multipliée par 4. Et elle a encore augmenté davantage chez les mâles. Donc, les vaccins n'ont pas été efficaces. Alors, en France, c'est passé, l'incidence est passée de 4,4 à 12,1. Donc, elle a été multipliée en gros par 3. Donc, lorsqu'on nous prétend que la vaccination contre l'hépatite B peut diminuer le cancer du foie, eh bien, malheureusement, les registres du cancer disent très exactement le contraire et soulignent une augmentation dramatique, puisque c'est 2 au minimum et 4 pour certains pays. Alors, c'est d'autant plus frappant que durant cette période, entre 80 et 15, mettons, la consommation d'alcool, qui était la principale cause du cancer du foie en France, a diminué. Elle a diminué fortement, comme le montre cette courbe. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient on voit à la fois la diminution forte de la consommation d'alcool, qui est une des principales causes du cancer du foie, et l'augmentation par 3 du cancer du foie en France. L'alcool ne peut pas être mis en cause, en tout cas. Certainement pas. L'alcool ne peut pas être mis en cause puisqu'on en consomme moins qu'avant. Donc, on peut conclure que l'objectif officiel de la vaccination hépatite B, qui était diminuer le nombre de cancers du foie, des carcinomes hépatiques, n'a pas été atteint. Bien au contraire, le nombre et l'incidence des cancers du foie a considérablement augmenté dans tous les pays occidentaux largement vaccinés. Alors, on peut se demander vraiment pourquoi on a rendu cette vaccination obligatoire chez les nouveau-nés en France depuis 2018. Oui, autant que je partie 11 vaccins pédiatriques obligatoires. Absolument.
Et il est vrai aussi que son obligation a été extrêmement rentable pour le laboratoire qui le fabrique, parce qu'on n'a que des vaccins qui sont maintenant combinés, et seul le laboratoire qui avait le vaccin anti-hépatite B a pu gagner le marché des vaccins combinés, puisque l'hépatite B est obligatoire. C'était une affaire financièrement tout à fait exceptionnelle. Mais heureusement, ça n'a pas été suivi d'un effet favorable pour les gens qui ont été obligés de le subir. Ben, je vous remercie. Donc, en tout cas, le Gardasil est le premier vaccin qui a un succès contre l'infection et qui est un échec contre le cancer. Très bien. Hélas. L'infection, ce n'est pas le cancer. Bien sûr, il est permis de se poser des questions, de douter, et on a le droit d'être intelligent, comme on dit. Oui, même si actuellement, tous les buts des gouvernements, c'est de nous empêcher d'être intelligents, puisque je tomberai sous l'article 4 actuellement, puisque je critique Absolument. un traitement qui est supposé, d'après les autorités, mais il faut savoir dire la vérité, même si on prend des risques. Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie beaucoup, docteur Delépine.